Avez-vous déjà pensé que, plus que les traits du visage ou le ton de la voix, nous portons en nous quelque chose d'invisible hérité de nos mères? Carl Jung croyait que nous héritons non seulement de caractéristiques biologiques, mais aussi de couches profondes de l'âme. C'est un type d'héritage qui ne peut être mesuré par des tests ADN, mais qui se révèle dans la façon dont nous ressentons les choses, dans notre manière de réagir à l'amour, dans la peur que nous éprouvons face à la vie, et même dans la façon dont nous affrontons la vieillesse. Pour Jung, la figure de la mère n'était pas seulement la femme qui nous a donné la vie ou qui nous a élevés, mais le premier archétype, une image universelle qui traverse toutes les cultures et toutes les époques. Il voyait la mère comme la racine de l'inconscient, la base sur laquelle tout notre édifice psychologique est construit. Avant même d'apprendre à parler ou de comprendre le monde rationnellement, nous étions déjà en train d'absorber sa présence, son silence, son toucher et même ses absences. Et tout cela est devenu du matériel psychique que nous portons en nous toute notre vie. Cela signifie que notre relation à la vie adulte, et même à la maturité, ne naît pas de rien. Elle est façonnée parce que nous avons hérité de l'âme de nos mères. Si nous avons bénéficié d'une présence chaleureuse, nous avons appris que le monde peut être un endroit sûr. Si l'expérience a été froide ou rejetante, nous avons peut-être encore aujourd'hui au fond de nous le sentiment que la vie est un espace hostile. Ce thème est particulièrement pertinent lorsque nous atteignons l'âge de 50 ans ou plus. À ce stade, nous commençons à réaliser que bon nombre de nos réactions ne sont pas seulement le fruit de choix récents, mais d'histoires qui remontent à bien plus loin. En regardant en arrière, beaucoup se demandent « Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes schémas? Pourquoi est-ce que je me sens peu sûr de moi, dans des situations où je devrais être confiant? Pourquoi est-ce que je garde des sentiments de culpabilité et des peurs qui semblent n'avoir aucune explication logique ?» Selon Jung, la réponse pourrait bien se trouver dans cet héritage invisible transmis par l'âme de la mère. Et voici la promesse de cette vidéo. Nous allons explorer ensemble certains héritages invisibles que nous portons tous, d'une manière ou d'une autre, de l'âme maternelle. 7 héritages qui peuvent être des bénédictions ou des fardeaux, mais qui exercent toujours une influence silencieuse sur qui nous sommes. Ces héritages ne sont pas seulement des souvenirs d'enfance. Ils s'infiltrent dans notre façon d'aimer, d'éduquer nos propres enfants, d'affronter les pertes et même de gérer la solitude. En les comprenant, nous avons la possibilité de transformer ce qui semblait être un destin immuable en conscience, et la conscience, comme le disait Jung, est toujours le premier pas vers la liberté intérieure. Prenons l'exemple de 2 personnes qui ont grandi dans des environnements complètement différents. L'une d'elles a eu une mère affectueuse, qui lui a apporté une sécurité émotionnelle. Cette personne a probablement développé une plus grande confiance dans ses relations, parvenant à s'ouvrir à l'amour sans crainte constante d'être abandonnée. L'autre, au contraire, a été élevée par une mère marquée par la froideur ou l'excès de critique. Cet héritage émotionnel peut se manifester à l'âge adulte par une difficulté à faire confiance, une peur du rejet ou même une autodestruction dans les relations. Vous voyez que nous ne parlons pas de quelque chose d'abstrait ou de lointain. Cet héritage est réel, palpable, et nous le portons tous en nous. Le reconnaître ne signifie pas blâmer notre mère, ni lui faire porter tout le poids de notre histoire. Il s'agit plutôt de comprendre comment ce lien profond façonne notre psychisme et comment, à l'âge adulte, nous pouvons revisiter cet héritage avec plus de conscience et de compassion. Jung croyait que le processus d'individuation, devenir pleinement qui nous sommes, passe nécessairement par cette reconnaissance, voir les marques laissées par l'âme maternelle et, à partir de celle-ci, construire notre propre identité. C'est comme recevoir une vieille maison en héritage. Certains murs sont solides et nous protègent, d'autres sont fissurés et doivent être rénovés. L'important, c'est que maintenant, la maison est entre nos mains. Dans les rubriques suivantes, nous allons plonger dans ce mystère et révéler les 7 principaux héritages que nous portons tous dans l'âme de nos mères. Des héritages qui nous accompagnent depuis notre premier souffle et qui continuent d'influencer notre façon de vivre, même des décennies plus tard. En comprenant ces marques, vous aurez la chance non seulement d'honorer l'histoire qui vous a amené jusqu'ici, mais aussi d'écrire avec plus de liberté les prochains chapitres de votre vie. Carl Jung croyait qu'il existe, au sein de chaque être humain, un ensemble d'images primordiales appelées archétypes. Ce sont comme des moules invisibles de l'expérience humaine qui ne dépendent pas de l'histoire individuelle de chacun, mais appartiennent à l'inconscient collectif, cette couche la plus profonde de la psyché que nous partageons avec toute l'humanité.
Parmi tous ces archétypes, celui de la mère est l'un des plus puissants, car c'est le premier à être activé dans notre vie. Lorsque nous naissons, nous n'arrivons pas dans un monde vide. Nous rencontrons immédiatement la présence de notre mère ou de la figure maternelle qui nous accueille. Cette rencontre initiale est le premier miroir de l'existence. Peu importe qu'elle sourit, qu'elle se taise, qu'elle nous serre dans ses bras ou qu'elle s'éloigne, chaque geste de la mère imprime une marque durable dans le psychisme de l'enfant. C'est dans ce contact que l'archétype de la mère prend forme. La mère est, en ce sens, notre premier foyer. Avant de reconnaître la maison avec ses murs et son toit, nous vivons dans les bras, le regard et la voix de notre mère. Si ce foyer était accueillant, nous apprenons inconsciemment que le monde peut être un endroit sûr. Nous développons une confiance fondamentale dans la vie, croyant qu'il existe une protection et que nous ne sommes pas seuls face à l'inconnu. À l'inverse, si ce foyer était froid, distant ou marqué par le rejet, l'héritage est différent. Le monde est alors perçu comme hostile, et le cœur porte en lui une ombre de détresse qui peut le suivre pendant des décennies. Cette expérience initiale est si profonde qu'elle continue d'influencer nos perceptions, même lorsque nous avons atteint la maturité. Beaucoup de personnes, même à 60 ou 70 ans, se posent encore intérieurement la même question qu'un bébé se pose en silence. Puis-je faire confiance? Serais-je pris en charge? Y a-t-il une place pour moi ici? Cette quête, souvent inconsciente, apparaît dans les relations avec les supérieurs hiérarchiques, les partenaires amoureux, les amis et même les institutions sociales. C'est comme si la figure maternelle originelle était projetée sur chaque nouvelle autorité ou lien important. On peut observer un exemple concret de ce phénomène chez les adultes, qui, même s'ils ont réussi et mènent une vie stable, continuent de rechercher constamment l'approbation des figures d'autorité. C'est comme si la validation maternelle n'avait jamais été pleinement reçue, et que le psychisme insistait donc pour rechercher ce regard de reconnaissance ailleurs, au travail, dans la communauté, dans la spiritualité. Cette quête peut apporter des accomplissements, mais elle peut aussi générer une fatigue émotionnelle, car c'est comme courir après un écho qui ne se remplit jamais complètement. Pour Jung, reconnaître la force de cet archétype ne signifie pas blâmer la mère ou réduire toute la vie à ce premier lien. Cela signifie comprendre que notre vision du monde a été façonnée, en grande partie, par cette expérience initiale, et que bon nombre des émotions que nous ressentons encore dans notre vieillesse ne sont pas des faiblesses personnelles, mais des échos d'un héritage psychique universel. Il est important de souligner que l'archétype de la mère ne se limite pas à la mère biologique. Il peut être activé par toute figure qui remplit cette fonction, une grand-mère, une tante, une nourrice ou même une institution d'accueil. L'essentiel est l'impact de l'expérience de soin ou de rejet que l'on a vécu, et c'est là qu'intervient la réflexion fondamentale pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine. Vous vous rendez peut-être compte que certaines insécurités vous accompagnent encore. Vous remarquez peut-être que vous continuez à rechercher la reconnaissance ou que vous craignez toujours l'abandon, même dans des situations où il n'y a aucune raison apparente à cela. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la manifestation d'un archétype profond qui a été activé dans le passé et qui continue de résonner. La conscience de ce processus permet de transformer le poids en compréhension. Lorsque nous parvenons à regarder cette première demeure, même si elle a été imparfaite ou douloureuse, et à reconnaître son impact sur nous, nous faisons le premier pas vers l'individuation, le processus que Jung considérait comme le sens profond de la vie. C'est à ce stade de maturité qu'il devient possible de revisiter ces marques avec un regard neuf, non plus celui de l'enfant sans défense, mais celui de l'adulte conscient qui peut réinterpréter et redonner un sens à sa propre histoire. Ainsi, comprendre l'archétype de la mère comme premier foyer n'est pas seulement une théorie psychologique. C'est une invitation pratique à observer nos émotions, nos peurs et nos recherches comme l'héritage d'un lien primordial. Et, à partir de cette prise de conscience, à construire un espace intérieur plus sûr, dans lequel nous pouvons enfin vivre en nous-mêmes. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Carl Jung affirmait que notre psyché ne se limite pas aux souvenirs conscients de l'enfance. Nous héritons également de contenus inconscients qui traversent les générations, comme si nous étions reliés à une chaîne invisible qui porte à la fois la lumière et l'ombre. Il appelait cela l'inconscient collectif, mais il existe également ce que de nombreux chercheurs appellent l'inconscient familial, un champ où sont stockés les schémas,
les peurs et même les rêves non réalisés de nos ancêtres. Et qui est le principal vecteur de cette transmission? La mère. Elle ne se contente pas de fournir de la nourriture, de l'affection ou de la discipline. Sans s'en rendre compte, elle transmet également le poids des expériences qu'elle a vécues avec sa propre mère, sa grand-mère et toute la lignée féminine qui l'a précédée. Cela signifie que souvent, ce que nous ressentons comme une angoisse personnelle n'est peut-être pas né en nous, mais a été hérité dans le cadre de ce réseau psychique transgénérationnel. Imaginez par exemple une famille qui a connu des périodes de grande pénurie. Peut-être qu'une grand-mère a souffert de la faim ou qu'une arrière-grand-mère a tout perdu lors d'une crise économique. Même si aujourd'hui la réalité est stable, cette peur peut rester présente, traversant les générations. Il est courant de voir des enfants et des petits-enfants qui, sans avoir jamais connu la pauvreté réelle, vivent avec le sentiment constant qu'ils doivent économiser, accumuler, travailler excessivement, comme si la menace de la perte était toujours présente. C'est le pouvoir de l'inconscient familial. Maintenir en vie une mémoire émotionnelle qui ne correspond plus à la réalité actuelle, mais qui continue à façonner le comportement. Un autre exemple est celui d'une mère qui a vu ses rêves interrompus. Elle souhaitait peut-être étudier, voyager ou poursuivre une carrière, mais elle a été contrainte d'y renoncer pour s'occuper de sa famille ou survivre aux circonstances. Souvent, ce désir inassouvi est transmis inconsciemment aux enfants qui ressentent une pression intérieure pour accomplir ce que leur mère n'a pas pu faire. Et paradoxalement, cette impulsion peut s'accompagner d'un sentiment de culpabilité d'avoir surmonté ce que la mère n'a pas vécu, comme s'il était déloyal de réaliser ce qu'elle n'a pas pu réaliser. Ce mécanisme explique pourquoi tant de personnes sont en proie à des conflits internes, apparemment sans cause. Il ne s'agit pas seulement de choix personnels ou de traumatismes vécus directement, mais d'échos émotionnels hérités. Jung disait que l'inconscient n'est pas seulement individuel, mais aussi collectif, et qu'au sein des familles, ce collectif se manifeste par des courants émotionnels qui traversent les générations. Pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine, reconnaître cela est particulièrement libérateur. Souvent, à maturité, nous regardons notre vie et ressentons un poids que nous ne comprenons pas. Il est courant de se demander « Pourquoi ai-je cette peur constante ? Pourquoi est-ce que je ressens une pression qui ne me laisse jamais tranquille, même si j'ai accompli tant de choses ?» La réponse se trouve peut-être dans cet inconscient familial. Ce poids n'est pas né en vous, mais vous a été transmis silencieusement comme une part d'héritage invisible. Prenons un cas concret. Une femme qui a grandi dans un foyer où sa mère répétait quotidiennement des phrases exprimant son inquiétude au sujet de l'argent. Même à l'âge adulte et financièrement stable, cette femme peut se sentir coupable lorsqu'elle dépense, avoir peur d'investir et être anxieuse lorsqu'elle parle de l'avenir. Ce qui est curieux, c'est que lorsqu'elle y réfléchit rationnellement, elle se rend compte qu'il n'y a aucune raison réelle d'avoir autant peur. L'explication réside dans le fait que ce souvenir émotionnel n'appartient pas seulement à son expérience personnelle, mais à l'histoire de sa famille. Jung croyait que l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui nous sommes vraiment, exige la reconnaissance de ces héritages cachés, non pas pour les rejeter, mais pour les intégrer consciemment. Lorsque nous réalisons qu'une peur ou un comportement n'est pas né en nous, mais qu'il a été hérité, nous pouvons le regarder avec plus de compassion et choisir de le conserver ou de le transformer. Cette compréhension apporte un soulagement. Bon nombre des angoisses que nous portons en nous ne sont pas le signe d'une faiblesse personnelle. Elles sont le signe d'une loyauté invisible envers l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Reconnaître cela nous permet d'honorer cet héritage, mais aussi de nous en libérer lorsqu'il n'a plus de sens dans notre réalité. Après tout, héritage ne signifie pas destin. Lorsque nous pensons à l'héritage, nous imaginons généralement des biens matériels, des histoires de famille, ou même des traits de personnalité. Mais l'un des transmissions les plus silencieuses et les plus puissantes que nous recevons de l'âme de notre mère est le langage émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle a dit, mais surtout de la façon dont elle nous a appris à ressentir et à exprimer nos sentiments. Pour Jung, les émotions sont des forces archétypales qui façonnent l'inconscient. Elles ne sont pas seulement des expériences internes, mais aussi des formes de communication qui véhiculent des significations profondes. La mère, en tant que première référence affective, établit l'alphabet émotionnel avec lequel nous apprendrons à interagir avec le monde. Si nous avons grandi dans un environnement où notre mère s'exprimait avec affection, confiance et clarté,
Nous avons tendance à développer une relation saine avec nos propres émotions. Nous apprenons à reconnaître la colère sans nous y noyer, à valoriser la tristesse comme un processus naturel et à nous ouvrir à l'amour sans trop craindre le rejet. Cet héritage émotionnel nous donne une base solide pour naviguer dans les défis de la vie adulte, car il nous permet de faire confiance à nos sentiments sans les considérer comme des ennemis. À l'inverse, si le foyer familial était marqué par le silence, la froideur ou les explosions émotionnelles, nous héritons également de ces schémas. Une mère qui gardait ses ressentiments pour elle peut enseigner, sans mots, qu'il est dangereux ou inutile d'exprimer sa douleur. Dans ce cas, les enfants grandissent en croyant que la meilleure façon de survivre est de se taire et d'éviter les conflits à tout prix. Dans les foyers où les émotions étaient toujours explosives, les enfants peuvent avoir l'impression que ressentir signifie perdre le contrôle, ce qui les conduit à reproduire des cycles d'agressivité ou à éviter toute manifestation émotionnelle intense. On en trouve un exemple concret chez les adultes qui évitent les confrontations, même dans des situations où elles sont nécessaires. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles ressentent de la colère ou de la frustration, étouffent immédiatement ces sentiments et font comme si de rien n'était. Cette attitude ne naît pas du moment présent, mais d'un langage émotionnel hérité. Dans leur enfance, exprimer leur malaise pouvait entraîner le rejet ou la punition. Ils ont donc appris à se taire. Le résultat, des décennies plus tard, est une difficulté à établir des limites claires, que ce soit dans les relations ou dans le milieu professionnel. Cet héritage invisible montre qu'il ne suffit pas de penser rationnellement à nos émotions. Souvent, elles parlent le langage de l'enfance. La manière dont notre mère gérait ses propres douleurs, joies et angoisses est devenue une sorte de manuel silencieux que nous suivons sans nous en rendre compte. Jung disait que l'inconscient s'exprime par des symboles et des images, et le langage émotionnel maternel est l'un de ces symboles les plus durables. Mais voici la bonne nouvelle. Même après 50 ans, ce langage peut être reprogrammé. Reconnaître que nos réactions émotionnelles ne sont pas innées mais héritées est déjà un pas vers la libération. Lorsque nous réalisons que la peur des conflits n'est pas une faiblesse personnelle, mais un écho de la façon dont notre mère gérait les siens, nous ouvrons la voie à des choix plus conscients. Par exemple, quelqu'un qui a toujours évité les disputes peut, à maturité, commencer à s'exercer progressivement à avoir des conversations difficiles en apprenant que le fait d'exprimer ses sentiments ne détruit pas les liens, mais peut les renforcer. De même, ceux qui ont hérité d'un tempérament explosif peuvent apprendre à respirer, à faire une pause, et à comprendre que la colère n'est pas nécessairement une arme, mais peut devenir une énergie source de transformation constructive. L'essentiel est de comprendre que le langage émotionnel est un héritage, mais pas une condamnation. Nous pouvons honorer ce que nous avons reçu, mais aussi créer un nouveau vocabulaire pour nos émotions. Cette tâche est particulièrement importante pour les personnes de plus de 50 ans, car à cette période de la vie, nous avons la possibilité de revoir consciemment les schémas qui nous accompagnent depuis des décennies et de décider lesquels sont encore utiles à notre développement. En reconnaissant que la façon dont nous ressentons et réagissons a été apprise, nous pouvons nous donner la permission d'apprendre une autre façon de faire. C'est comme découvrir que nous avons hérité d'une langue ancienne, pleine de silence et d'interdits, mais que nous avons maintenant la maturité nécessaire pour la traduire en mots nouveaux, plus clairs, plus libres. C'est l'une des formes les plus profondes d'individuation. Transformer l'héritage émotionnel reçu en un chemin conscient vers une expression authentique. Carl Jung affirmait que nous portons tous une ombre, la partie de notre psyché où nous déposons tout ce qui a été réprimé, nié ou considéré comme inacceptable. L'ombre n'est pas seulement formée par nos expériences individuelles, mais aussi par les histoires de ceux qui nous ont précédés. Et c'est là qu'intervient un point fondamental. Souvent, l'ombre de la mère s'infiltre silencieusement dans la vie de ses enfants. Cela s'explique par le fait que la mère, comme tout être humain, a également vécu dans un contexte de limitation, sociale, culturelle, économique ou émotionnelle. Elle a peut-être rêvé de poursuivre une carrière, de voyager, d'étudier ou de vivre différemment, mais elle n'a pas pu réaliser ses souhaits en raison des circonstances. Ces rêves non réalisés ne disparaissent pas simplement. Ils font partie de son ombre. Et cette ombre, inconsciemment, peut être transmise à ses enfants. Le résultat est que, souvent, nous grandissons en portant en nous des désirs qui ne sont pas entièrement les nôtres, mais des fragments des désirs non réalisés de nos mères. La transmission ne se fait pas de manière explicite,
Il n'est pas nécessaire que la mère dise « Je voulais que tu sois ce que je n'ai pas pu être ». Ce message se transmet dans le ton des conversations, dans les regards pleins d'attente, dans les petites comparaisons, ou même dans le silence plein d'insatisfaction. Un exemple clair est celui d'une mère qui a toujours rêvé d'étudier, mais qui n'en a pas eu l'occasion. Peut-être a-t-elle travaillé dès son plus jeune âge, ou a-t-elle été confrontée à une culture qui n'encourageait pas les femmes à poursuivre des études supérieures. Son fils ou sa fille peut grandir avec une exigence interne de rechercher la reconnaissance intellectuelle, comme s'il ou elle devait réaliser ce qui a été suspendu à la génération précédente. Souvent, la personne se consacre intensément à l'obtention de diplômes, de prestige ou d'un statut académique, sans se rendre compte qu'une partie de cette quête provient d'une loyauté inconsciente envers le désir inassouvi de sa mère. Ce mécanisme peut se manifester dans différents domaines de la vie, professionnel, les enfants qui se sentent poussés à réussir là où leur mère a échoué, affectif, hériter de sa mère une peur de l'abandon ou un idéal de mariage qu'elle-même n'a pas réalisé. Personnel, porter la culpabilité ou le poids de choix que la mère n'a pas pu faire, comme voyager, prendre des risques ou rechercher la liberté. Cette transmission de l'ombre n'est pas nécessairement négative. Dans certains cas, elle peut se transformer en force, amenant l'enfant à ouvrir des voies qui étaient auparavant fermées. Mais si elle n'est pas reconnue, elle peut devenir une prison invisible. Nous vivons en essayant de réaliser un destin qui n'est pas vraiment le nôtre, ce qui génère un sentiment de vide, même après des réalisations importantes. Jung croyait que la tâche centrale de la maturité est de différencier ce qui nous appartient vraiment de ce qui est un héritage inconscient. Dans la jeunesse, il est courant de suivre ces courants sans les remettre en question, car nous sommes occupés à construire une identité. Mais après 50 ans, la vie nous invite à une révision plus profonde. C'est à ce moment-là que nous pouvons nous demander « Qu'ai-je choisi pour moi dans ma vie et qu'est-ce que je vis au nom de quelqu'un qui m'a précédé ?» Reconnaître cette part d'ombre héritée n'est pas rejeter sa mère, ni dévaloriser ses rêves. Au contraire, c'est honorer son histoire sans avoir à la répéter. C'est pouvoir la regarder et dire « Je reconnais ce que tu n'as pas vécu, je comprends le poids que tu as porté, mais maintenant, en toute conscience, je choisis ce qui m'appartient et je rends ce qui n'est pas à moi. » Cet acte symbolique nous libère du poids de la loyauté inconsciente et nous permet de vivre avec plus d'authenticité. Pour beaucoup, cette prise de conscience est un soulagement. Découvrir que cette exigence interne constante ne provient pas d'une faille personnelle, mais d'un héritage invisible, aide à transformer la culpabilité en compassion. Après tout, il ne s'agit pas d'effacer ce dont nous avons hérité, mais d'éclairer ce qui était caché, en l'intégrant de manière consciente. À maturité, cette distinction devient encore plus essentielle, car vivre ce qui est véritablement nôtre est la manière la plus profonde d'honorer ceux qui nous ont précédés. Lorsque nous choisissons consciemment notre voie, nous ne rejetons pas notre mère, mais nous reconnaissons que sa vie était unique et que la nôtre doit l'être aussi. Carl Jung affirmait que le psychisme et le corps ne sont pas des entités séparées, mais des expressions d'une même réalité. Ce qui n'est pas vécu ou élaboré par l'esprit se manifeste souvent dans le corps sous forme de symptômes, de tensions ou de maladies. Dans cette optique, la relation avec la mère occupe une place centrale. La façon dont elle a vécu ses émotions, ses peurs et ses espoirs, tant pendant la grossesse que tout au long de l'éducation, laisse des traces profondes dans le corps de ses enfants. La science contemporaine confirme cette perception. Diverses études montrent que l'état émotionnel de la mère pendant la grossesse influence le développement biologique de l'enfant. Des niveaux élevés de stress maternel, par exemple, peuvent modifier la production hormonale, affectant le système nerveux du bébé en formation. Cela signifie qu'avant même de naître, nous recevons déjà des impressions non seulement génétiques, mais aussi émotionnelles et physiologiques transmises par la mère. Ces marques ne disparaissent pas avec le temps. À l'âge adulte, elles se révèlent souvent sous forme d'héritage somatisé, douleurs chroniques, anxiété diffuse, insomnie, compulsions alimentaires ou même maladies psychosomatiques. Ce sont des enregistrements du corps qui portent, comme un fichier silencieux, des fragments de l'âme maternelle. Pensez à une mère qui a vécu dans une peur excessive de la perte. Elle a peut-être subi des expériences traumatisantes et a donc passé une grande partie de sa vie en état d'alerte. Ce schéma émotionnel peut être transmis inconsciemment à son enfant. Il en résulte un adulte qui, même dans des situations sûres,
a le sentiment que quelque chose de grave peut arriver à tout moment. Il vit avec un corps tendu, le cœur qui bat à toute vitesse et l'esprit toujours en alerte, anticipant des catastrophes. Il ne s'agit pas d'un manque de rationalité, mais d'un héritage émotionnel inscrit dans la chair. Un autre exemple courant apparaît dans les familles marquées par la répression émotionnelle. Une mère qui n'a jamais exprimé sa tristesse peut transmettre à son enfant le message implicite que pleurer est interdit. Tout au long de sa vie, cet enfant peut développer des tensions musculaires, des maux de tête ou des problèmes gastriques, car ses émotions ne trouvent pas d'exutoire verbal et finissent par être stockées dans son corps. Jung disait que ce qui n'atteint pas la conscience revient sous forme de destin. Dans ce cas, cela revient également sous forme de symptômes physiques. Aux yeux de la psychologie analytique, comprendre le corps comme l'archive de l'âme maternelle n'est pas une façon de blâmer la mère, mais de reconnaître la profondeur du lien. L'héritage ne se résume pas à des valeurs ou à des souvenirs, mais aussi à des enregistrements physiologiques que nous portons en nous sans nous en rendre compte. Cela explique pourquoi, souvent, les traitements médicaux traditionnels ne parviennent pas à résoudre certains symptômes, parce que leur origine réside dans des expériences émotionnelles non assimilées qui appartiennent à l'histoire familiale. Pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine, cette compréhension peut être transformatrice. Combien de fois des douleurs persistantes, une fatigue inexplicable ou des angoisses anciennes sont-elles considérées comme faisant simplement partie du vieillissement? Bien sûr, le corps vieillit, mais une partie de ces manifestations peut être liée à un héritage émotionnel transmis par la mère. Reconnaître cela ne signifie pas que les symptômes disparaissent comme par magie, mais cela ouvre la voie à une nouvelle relation avec eux. Au lieu de vivre comme des victimes de notre corps, nous commençons à écouter ce qu'il essaie de nous dire. C'est là que la psychologie jungienne offre une voie, intégrer le corps et le psychisme. En revisitant l'histoire de notre mère, ses peurs, ses frustrations, sa façon d'aborder la vie, nous parvenons à mieux comprendre les messages inscrits dans notre propre corps. Ce processus n'élimine pas les marques, mais transforme la relation que nous entretenons avec elle. La réflexion qui en ressort est claire. Le corps est plus qu'une machine biologique. C'est aussi un journal intime où sont gravées les pages de l'âme maternelle. En reconnaissant ces pages, nous pouvons choisir celles que nous voulons continuer à écrire et celles que nous devons fermer. Cette prise de conscience, souvent atteinte seulement à l'âge mûr, nous permet de vivre plus légèrement, même face à des limitations physiques. Après tout, comprendre qu'une partie du poids ne nous est pas inhérente, mais a été héritée, est en soi un acte de libération. La mère est inévitablement notre premier miroir. Avant même de comprendre les mots, nous apprenons qui nous sommes par la façon dont elle nous regarde, par le ton de sa voix et par la façon dont elle réagit à notre présence. Ce regard initial façonne notre perception de notre propre valeur. Nous héritons d'elle non seulement l'amour qu'elle nous a donné, mais aussi l'expérience de son absence. Si notre mère nous a regardés avec tendresse, avec acceptation et avec une reconnaissance silencieuse de notre existence et de notre bienvenue dans le monde, nous avons appris très tôt à nous sentir dignes. Ce regard affectueux s'imprime dans notre psyché comme une certitude intime. Je mérite d'être ici, j'ai de la valeur, je peux être aimé. Ce type d'héritage renforce l'estime de soi et crée un terrain fertile pour la confiance dans les relations futures. Mais si à l'inverse, le regard maternel était indifférent, distant ou marqué par la froideur, nous héritons d'un doute persistant sur notre propre valeur. L'enfant qui ne reçoit pas ce reflet d'acceptation grandit en essayant par tous les moyens de conquérir ce qui aurait dû lui être donné naturellement, le droit de se sentir digne d'amour. Et cette quête, même inconsciente, peut traverser toute la vie adulte. Il est courant de rencontrer des personnes âgées qui ont encore du mal à croire qu'elles sont dignes d'amour. Elles ont peut-être fondé une famille, fait carrière et même gagné le respect de la société, mais elles portent en silence une blessure. Elles n'ont jamais reçu le regard d'acceptation totale de leur mère. C'est comme si elles passaient leur vie à essayer de se voir dans un miroir qui, depuis le début, ne reflète pas leur véritable image. On peut observer un exemple concret chez des adultes qui, même s'ils ont beaucoup d'amis et de proches, ressentent une profonde solitude. Ils peuvent entendre des compliments, recevoir de l'affection, mais rien ne semble suffisant. Ce sentiment de vide est généralement lié à ce miroir primordial. Si la mère n'a pas transmis le sentiment d'être aimée inconditionnellement, le psychisme reste méfiant,
toujours à la recherche d'une confirmation extérieure qui ne semble jamais durer. Jung affirmait que le processus d'individuation exige qu'à un moment donné de la vie, nous puissions nous libérer du besoin exclusif de ce miroir maternel. Cela ne signifie pas nier l'importance de la mère, mais reconnaître qu'à l'âge mûr, nous ne dépendons plus uniquement de ce premier regard pour définir qui nous sommes. Nous avons la capacité de devenir notre propre miroir, et c'est là qu'intervient la réflexion pratique, apprendre à se regarder avec compassion. Pour ceux qui ont déjà dépassé la cinquantaine, cette tâche devient encore plus importante. Souvent, nous regardons en arrière et nous percevons les traces d'un regard maternel qui nous a manqué. Mais au lieu de continuer à chercher à l'extérieur ce que nous n'avons pas reçu, nous pouvons consciemment nous offrir le reflet que nous avons toujours désiré. Cela peut se faire par de petits gestes. Reconnaître ses propres réussites, se traiter avec patience face à ses erreurs, accepter ses limites sans tout transformer en culpabilité. C'est comme apprendre un nouveau langage d'amour, un langage qui ne dépend plus du regard approbateur de la mère, mais qui naît de la rencontre avec sa propre âme. Ce changement n'efface pas les blessures du passé, mais transforme la relation que nous entretenons avec elle. Ce qui n'était auparavant que de la douleur peut devenir un apprentissage et une source de compassion, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Après tout, une mère qui n'a pas su regarder avec tendresse était probablement quelqu'un qui n'avait pas reçu ce regard dans sa propre enfance. Le cycle ne se brise que lorsque quelqu'un, à maturité, décide de devenir un nouveau miroir pour lui-même. En fin de compte, comprendre que nous héritons autant de l'amour que de son absence, c'est reconnaître que notre histoire n'est pas seulement faite de lumière, mais aussi d'ombre, et que mûrir signifie accueillir les deux, sans nier aucune d'entre elles. Lorsque nous parvenons à nous regarder avec tendresse, même après une vie marquée par le doute, nous découvrons qu'il est encore possible de reconstruire notre image intérieure. Le miroir de la mère nous a formés, mais il ne nous définit pas pour toujours. Maintenant, à maturité, le miroir est le nôtre. Jusqu'ici, nous avons vu comment nous avons hérité de notre mère des émotions, des peurs, des zones d'ombre et même des marques sur notre corps. Mais il existe une dimension encore plus subtile et profonde de cette transmission, l'héritage spirituel. Jung a toujours souligné que l'être humain n'est pas seulement un organisme biologique ou un ensemble d'expériences psychologiques. Nous sommes également des êtres spirituels, en quête de sens. Et ce sens de la vie est souvent façonné par l'héritage invisible que nous recevons de nos mères. Il ne s'agit pas seulement de religion formelle. Même ceux qui n'ont pas grandi dans un foyer marqué par des pratiques religieuses ont reçu, d'une manière ou d'une autre, des valeurs spirituelles transmises par leur mère. Ce sont des enseignements qui transcendent les rites et les doctrines, la manière d'affronter la douleur, de faire face aux pertes, la croyance en l'importance de l'honnêteté, le courage d'aller de l'avant même lorsque tout semble perdu. Ces valeurs invisibles s'impriment dans notre âme comme des marques silencieuses qui continuent à nous guider tout au long de notre vie. Pensons à un exemple concret. Les familles dans lesquelles la mère a transmis la résilience face à la douleur. Elle a peut-être traversé de grandes difficultés, la perte d'un être cher, des crises financières, des maladies, mais elle a néanmoins gardé espoir. Cette attitude devient un héritage spirituel pour les enfants. Ils apprennent, souvent sans mots, que l'abandon n'est pas une option. Il existe une force intérieure capable de les soutenir même dans les moments les plus sombres. À l'inverse, lorsque la mère a vécu marquée par le pessimisme ou le désespoir, ses enfants peuvent également hériter de cette vision du monde. Dans ce cas, la vie peut être ressentie comme un lourd fardeau, une succession de luttes sans but. Même sans le vouloir, la mère transmet une spiritualité de découragement, que ses enfants portent comme un filtre à travers lequel ils interprètent la réalité. Il est intéressant de noter que cet héritage spirituel ne dépend pas de la présence physique constante de la mère. Même dans les cas où elle n'était pas présente, ou lorsque la relation était marquée par la distance, les enfants reçoivent tout de même d'elle des impressions invisibles. L'absence est aussi une forme de présence et peut devenir un héritage spirituel de quête, de vide à combler, de questionnement profond sur le sens de la vie. Jung considérait cet aspect comme une partie essentielle du processus d'individuation. Il disait que la vie atteint sa plénitude lorsque nous parvenons à intégrer non seulement ce que nous avons hérité biologiquement ou émotionnellement, mais aussi ce que nous avons reçu comme vision du monde. À maturité, cette intégration devient encore plus importante. En regardant en arrière,
nous réalisons que bon nombre des habitudes que nous avons cultivées, de la façon dont nous prions ou méditons à la manière dont nous gérons la souffrance, trouvent leurs racines dans l'âme maternelle. Pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine, cette prise de conscience peut être révélatrice. Nous pensons souvent que notre spiritualité ou nos valeurs sont le fruit de choix individuels faits à l'âge adulte. Mais en y regardant de plus près, nous voyons qu'ils ont été façonnés par des gestes simples. Une mère qui allumait une bougie en silence les jours difficiles, qui remerciait pour les petites choses ou qui répétait des phrases d'espoir face à l'inattendu. Ces petits gestes ont formé le terreau sur lequel nous avons grandi et continuent de résonner en nous. Cela ne signifie pas que nous sommes prisonniers de cet héritage spirituel. Au contraire, le reconnaître nous donne la possibilité de le transformer. Si nous avons hérité de valeurs telles que la foi, le courage et la résilience, nous pouvons les développer et les transmettre. Si nous avons hérité d'une vision désespérée ou craintive, nous pouvons lui donner un nouveau sens, en construisant une spiritualité plus large et plus libératrice. Au fond, c'est peut-être là l'héritage le plus durable de l'âme maternelle, le sens de la vie. Tout ce que nous avons hérité auparavant, émotions, ombres, langage, prend un sens grâce aux valeurs invisibles qu'elle nous a transmises. Reconnaître cela, c'est comprendre que, même lorsqu'elle n'est plus présente, la mère continue de vivre dans chaque choix que nous faisons, dans chaque façon d'aborder le mystère de l'existence. À maturité, cette reconnaissance devient également une invitation. Nous pouvons choisir consciemment les valeurs que nous souhaitons honorer et celles que nous devons laisser derrière nous. Ce choix est l'essence même de l'individuation. Transformer l'héritage reçu en un chemin propre, pour enfin trouver la liberté de vivre en accord avec notre âme. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que ce que nous héritons de notre mère va bien au-delà du biologique. Il ne s'agit pas seulement de traits physiques ou de caractéristiques de tempérament, mais d'héritages invisibles, psychiques, émotionnels et spirituels. Nous avons hérité d'elle la façon dont nous avons appris à ressentir, les peurs qui traversent les générations, les rêves interrompus qui se sont transformés en exigences silencieuses, les réflexes qui ont façonné notre estime de soi, les marques inscrites sur notre corps, et, enfin, les valeurs qui donnent un sens à la vie. Reconnaître cet héritage est un acte de courage. Il ne s'agit pas d'accuser notre mère, ni de réduire notre histoire à elle seule. Il s'agit plutôt de comprendre d'où nous venons, de percevoir les fils invisibles qui nous tissent, afin de choisir plus consciemment la voie que nous voulons suivre. Jung nous rappelle que la conscience libère. Lorsque nous comprenons qu'une partie de nos angoisses ne nous vient pas de nous-mêmes, mais qu'elle nous a été transmise comme un héritage silencieux, nous cessons de porter ce poids, comme s'il s'agissait uniquement d'une faute personnelle. À maturité, nous avons une occasion unique, transformer cet héritage. À 50, 60, 70 ans, il n'est plus temps de simplement répéter ce que nous avons reçu. Il est temps de regarder en nous-mêmes et de discerner ce qui nous rend plus forts et ce qui nous emprisonne. Nous pouvons accueillir avec gratitude les graines d'amour, de courage et de résilience que nous avons héritées de notre mère, tout en ayant la liberté de nous libérer des peurs, des culpabilités et des silences qui ne nous servent plus. Ce processus n'efface pas le passé, mais lui donne un nouveau sens. La mère, avec toutes ses lumières et ses ombres, nous a donné la vie, et avec elle des marques qui sont devenues la matière première de notre histoire. L'honorer signifie reconnaître sa présence en nous, mais aussi avoir le courage d'être différent d'elle lorsque cela est nécessaire. Le véritable hommage n'est pas de répéter aveuglément, mais de transformer ce que nous avons reçu en quelque chose de vivant, d'authentique et qui nous appartient. Jung disait que l'individuation, c'est devenir qui nous sommes vraiment. Et devenir qui nous sommes implique de passer par cette traversée, reconnaître la mère en nous, intégrer son héritage, mais ne pas nous laisser emprisonner par lui. L'individuation est le mouvement qui consiste à sortir du reflet du premier miroir et enfin à se regarder avec ses propres yeux. S'il y a un message que ce chemin nous laisse, c'est celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour choisir. Même après des décennies de vie, nous pouvons encore nous libérer des schémas hérités. Nous pouvons encore nous réconcilier avec les blessures du passé et nous pouvons encore écrire de nouveaux chapitres. L'âme maternelle vit en nous, mais c'est à chacun de décider comment cette présence continuera à façonner sa vie à partir de maintenant. L'héritage invisible est à la fois un poids et une force. C'est à nous, avec la maturité, de le transformer en sagesse. Si cette réflexion vous a touché, aimez la vidéo,
Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Prenez soin de vous et à bientôt.